Hélène Schumann, elle était à mes côtés. Bonjour Hélène. Bonjour Léa. Alors Hélène, vous allez nous faire découvrir, peut-être que vous ouvrez en fanfare, découvrir plusieurs rendez-vous culturels. Et le premier, c'est la Tosca. Alors Léa, on va faire une petite page de mondanité, ce que je vais appeler mon carnet chic. J'ai eu la chance d'assister à la première de Tosca. C'est à l'Opéra Bastille. C'est, vous savez, cet opéra magnifique de Puccini. Alors on pleure, on rit. Vraiment, j'ai vécu d'amour et d'art, nous dit Floria Tosca, avant de se jeter du haut du château Sant'Angelo parce que son amant, va être exécuté. Alors figurez-vous qu'il faut y aller. Et ce soir-là, j'étais plongée dans le programme. J'ai levé la tête et qui j'ai vu ? Le président de la République, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. En chair et en os. En chair et en os. Il a même tombé la veste. Allez, bon. En tout cas, je vous conseille d'aller le voir. C'est jusqu'en fin novembre. Oui. Il y a des prix intéressants parce qu'on pense souvent que c'est cher. C'est Gustavo Dudamel qui dirige le grand chef vénézuélien. Et moi, je vous propose l'air le plus connu. Ah, c'est triste. C'est Mario qui chante. On a une chanteuse ici. Oui, Jonas Kaufmann. Et écoutez, c'est E lucevan le stelle, les étoiles brillaient, il va mourir, Léa. On écoute cet air si connu. C'est une vraie merveille d'aller à l'opéra et de goûter à ces voix extraordinaires. On rappelle que la Tosca, c'est une histoire d'amour et de politique. Absolument, Léa, absolument. Et c'est peut-être universel comme histoire. C'est universel. Histoire de jalousie. De jalousie. C'est un des plus bels opéras de Puccini. Et je crois même du répertoire italien. Je crois qu'on a un technicien grec qui aime beaucoup l'opéra. Et on le comprend. Et qui nous fait continuer cet air si poignant. C'est son petit cadeau pour aujourd'hui. C'est son petit cadeau pour aujourd'hui. On va passer à la lecture et des livres pour vous, Hélène. Absolument, Léa. Alors, une petite question. Dans quel musée ou dans quelle maison historique aimeriez-vous vous faire enfermer pendant une nuit ? Écoutez, moi, il y a un musée que j'aime beaucoup, c'est le musée Marmottan. Ouais. J'aimerais m'y perdre. Il n'est pas très grand, mais on voit de vraies merveilles. Alors, pourquoi ne pas rester toute une nuit au musée Marmottan ? Tiens, c'est une expérience que j'aimerais vivre. Il y a pas mal d'époques. Ça va de, bien sûr, contemporain, et puis on remonte très lointain. Et on a de merveilles aussi belles qu'au Louvre, par exemple. Ah bah alors, c'est très bien. Alors moi, je vais vous dire où j'aimerais être enfermée, c'est dans le musée qui est sa maison de Sigmund Freud à Londres, où il a passé la dernière année. Mais c'est pas du tout le propos du livre qu'écrit Lola Lafont. Alors je voudrais dire, c'est extraordinaire. Ça s'appelle Quand tu écouteras cette chanson, et aux éditions Stock, qui fait partie de la collection Ma nuit au musée. Et elle a décidé de se faire enfermer dans l'annexe qui était la cachette d'Anne Frank et de sa famille à Amsterdam, où ils ont quand même vécu 25 mois à 8 personnes. Et là, Anne Frank va écrire sans doute le livre qui est le plus lu dans le monde, le plus traduit, c'est bien sûr son journal. C'est spécial de se faire enfermer dans la maison d'Anne Frank, alors, dans la cachette. Moi, j'ai trouvé, au début, je me suis dit, mais faut vraiment être maso quand même pour se faire enfermer là une nuit. Et en plus, vous êtes seule. Donc, vous imaginez. Alors, elle s'est fait enfermer. Elle est dans la chambre de Margot, qui est la sœur d'Anne Frank. Et on sent dans le récit qu'elle va mettre du temps avant d'entrer dans la chambre. Même, enfin, le petit réduit où était Anne Frank. Et alors, ce qui est très beau, c'est que Lola Lafont, sa mère est juive. Et donc, du coup, elle a une histoire un peu parallèle avec une famille ashkénaze qui a souffert, qui a été déportée. Et c'est un récit à deux voix et c'est très beau. Alors vraiment, je le conseille, même si c'est un peu difficile. Mais alors, ce roman à huis clos, si je comprends bien, c'est le prétexte à quoi, cette ambiance dans la cachette d'Anne Frank? C'est un prétexte à quoi pour l'auteur? Alors moi, je crois que c'est un prétexte à faire revivre un petit peu
encore et toujours Anne Frank. Ouais. En plus, vous savez il y a eu plein de livres sur elle, de films, oui. encore récemment, puisque Pascal Sunshine est là. Il y a eu un film israélien d'Harry Folman qui s'appelait « Mais où est donc Anne Frank ?» qui est un film d'animation qui a été pas mal contesté parce qu'il fait vivre à notre époque aujourd'hui le personnage du journal qui était Kitty. Vous savez qu'Anne, elle s'adresse en fait à une personne et Harry Folman l'a fait vivre. Alors ça a été contesté, blabla. Mais là, dans ce petit récit, ce petit roman, c'est resté quand même... Elle reste dans les rails. Hein. C'est-à-dire, elle raconte comment Anne Frank a vécu et en même temps, elle passe à elle. Je crois que c'est aussi un moyen de parler d'elle, de sa famille, de faire revivre aussi Anne Frank. Parce qu'elle l'a fait vraiment revivre. C'est très, très agréable à lire. C'est chez Stock. Alors, figurez-vous qu'elle cite Philippe Roth, l'écrivain des ombres. Et pourquoi ? Eh ben, justement, moi, je suis allée voir. C'est un des premiers romans de Philippe Roth. Vous savez que Philippe Roth a écrit plein de livres, de romans sur Nathan Zuckerman. Bien sûr, oui. Et dans ce premier récit, eh bien, il parle d'Anne Frank, il l'a fait vivre comme si elle n'avait pas été déportée. Donc finalement, ils ont fait tous les deux un peu le même travail, c'est-à-dire qu'elle va faire vivre Anne Frank à travers son lieu de vie, et lui, il fait vivre véritablement Anne Frank. Il imagine qu'elle est partie aux États-Unis, c'est un que travail tout va de bien mémoire. pour elle. Qu'en pensez-vous, Hélène ? C'est un travail de mémoire qu'ils font tous les deux. Oui, c'est un travail de mémoire, et puis je trouve que c'est toujours extrêmement à la fois douloureux et nécessaire de faire revivre un petit peu cette jeune fille qui n'a pas eu le temps de grandir et qui fait toujours de l'effet aux adolescentes. Je vais mettre une touche un peu personnelle. Moi, j'ai visité l'annexe avec ma fille, Clara, qui avait l'âge d'Anne Frank. Et c'était très intéressant de voir comment Clara réagissait et comment elle est tombée pratiquement dans les pommes en sortant. Et je pense que c'est un petit peu cet effet que produit l'annexe. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette cachette d'Anne Frank. C'est tout petit, c'est 30 mètres carrés. Il faut imaginer 30 mètres carrés à 8. Comment c'est possible pour une adolescente ? C'est quand même extrêmement poignant. C'est-à-dire que le lieu fait prendre vraiment conscience de l'histoire. Absolument. Même si on a envie de dire un petit peu, ça c'est aussi très personnel, laissez-la reposer en paix. Un petit peu à un moment, on se dit. Alors, sans transition, on va passer plutôt, je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps. Oui, à la musique. On va passer à la musique, après au cinéma. Alors, la musique, encore. Je voudrais dire qu'il faut absolument réserver, parce qu'à mon avis, ça va être plein au théâtre des Champs-Élysées. C'est entre les fêtes. Alors, c'est bien d'écouter la musique. Et c'est Lahav Shani. Lahav Shani, c'est le chef du Philharmonique d'Israël. Et il vient donner un concert avec l'orchestre de Rotterdam. Et c'est vraiment merveilleux. C'est un chef qui a 36 ans. Ah, c'est un jeune homme. Oh là là, allez, on va dire que c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Alors, au programme, il y a le concerto pour violon. Alors, il est pas très connu, c'est Dvorak. Hein. Moi, je connaissais bien son concerto pour violoncelle, mais violon, je connais mal. Pas du tout, moi non plus. Et Brahms, c'est la symphonie numéro 1. Voilà, donc il faut vraiment y aller pour le chef d'orchestre. Si on aime Brahms. Si on aime Brahms, et surtout Israël, c'est pas Pascal qui va nous contredire. Allez, on soutient les chefs israéliens, chefs bien sûr de Philharmonique d'Israël. On va passer au cinéma. On va passer au cinéma. Avec un rendez-vous pour demain déjà. Pour demain, alors je crois que vous le connaissez, que vous l'aimez beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est un sculpteur. C'est un chouchou. C'est un chouchou, allez, moi aussi. C'est Shlomo Selinger. Alors c'est un sculpteur, il faut voir, il a quand même 94 ans, il faut voir l'énergie qu'il a quand il sculpte et surtout encore aujourd'hui. Quelle puissance de vie, quand on connaît son histoire, on est quand même subjugué par cet homme et qui est au demeurant charmant, adorable, on a envie de le prendre dans ses bras. Hein. Absolument, et il a une joie de vivre, il pourrait donner beaucoup d'énergie à nos jeunes. Alors ça se passe où ? Alors c'est demain au Mage, hein, c'est le 7 septembre et c'est un documentaire qui raconte en fait comment il travaille et son histoire. On va quand même rappeler qu'il a été déporté à 14 ans, ce qui est quand même très jeune, qui s'en est sorti, mais qu'il a perdu la mémoire. Absolument. Et je crois qu'il l'a retrouvé petit à petit grâce à sa femme. Hein, on va lui faire un petit hommage à Ruth, qui petit à petit a fait un travail extraordinaire avec la mémoire et la personnalité de
Shlomo. Vraiment, il faut y aller. C'est demain au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Absolument. On a les horaires peut-être où il faut passer un petit coup de fil au musée. Absolument. Ou voir sur le site. Absolument. Alors, on va terminer peut-être. Oui, très rapidement, on a 1 minute. Alors, c'est pas très gai aujourd'hui. On est beaucoup sur... Mais c'est pas grave. On est beaucoup sur la mémoire, mais en même temps, c'est fait d'une manière vivante et je crois que c'est nécessaire. Oui. Alors, c'est le 11 septembre. C'est une projection en avant-première et c'est au mémorial de la Shoah. Vous savez qu'il y a un auditorium. Les gens le savent peut-être pas. Et il y a beaucoup de cinéma. Et là, c'est le film de Michel Kichka, que vous connaissez peut-être, qui est évidemment celui qui dessine Cartoon for Peace. Avec sa bande dessinée, Ce que je n'ai pas dit à mon père. Absolument. Il a une histoire aussi assez forte, notre ami Kichka. Un personnage à part. Un personnage à part. Ouais. Et justement, c'est un film qui est produit par Vera Belmont, qui est vraiment... une très grande productrice. Elle a fait Rouge Baiser. Vous aimez Rouge Baiser, Léa. Avec Charlotte Valandré. Bravo. Oh là là, elle a des connaissances. Et alors là, c'est Les secrets de mon père. C'est un film d'animation qui est vraiment extraordinaire et qui retrace son enfance, évidemment, dans l'ombre de la Shoah, puisque son père a été déporté. Et puis surtout, son arrivée en Israël, parce qu'il est très vite parti et qu'il s'est installé là-bas, qu'il a fait plein d'enfants. Pour lui, c'est une réponse, évidemment, à la Shoah. Il raconte dans ce film son enfance en Belgique, son père et l'histoire tragique de son petit frère, bien sûr. Merci infiniment, Hélène. Je rappelle que tous les mardis, vous retrouvez Hélène Schumann dans J comme culture, avec des tas de rendez-vous culturels. C'est la musique, l'opéra, ce sont des lectures, c'est le cinéma. Allez. Vous nous dites tout sur vos coups de cœur. Et la semaine prochaine, ça sera un peu plus gai. C'est vrai que là, c'était Shoah, mais on en a besoin. Merci Hélène, à la semaine prochaine.